Salut à toi, aujourd'hui on parle de crypto, c'est le point macro, c'est le point crypto, ici Yann Darwin, finance et investissement mais pas chiant, ça fait plaisir de te retrouver, c'est la rentrée point crypto du 13 septembre 2024, c'est reparti. On est ensemble et on va suivre ce qui se passe sur les cryptos parce qu'il faut dire que en ce moment c'est relativement boring, il se passe un peu rien, on a cette latéralisation qui dure depuis maintenant fin mars, début avril et voilà, on est dans un espèce de range là, on va en reparler un petit peu après beaucoup plus en détail, mais la question c'est où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Alors on avait parlé un petit peu plus tôt dans plusieurs vidéos, notamment en début de bull run, on va pas revenir sur le fait que, on l'avait dit 50 fois, c'était bien parti, et oui c'était bien parti, on avait des chances de voir le plus haut avant le halving, c'est ce qui s'est passé, le fameux halving est arrivé, et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On voit une espèce de perte de vitesse, de perte d'intérêt, plus ou moins totale, de la population, on va dire, un petit peu normale, classique, pas les gros geeks de la crypto, envers la crypto. Même les mecs à fond crypto, quand ça commence à se calmer, on voit qu'il se passe pas grand-chose, on se fait un peu chier, les institutionnels, etc., on va le voir. Aujourd'hui, d'ailleurs, hop, menu du jour, la question qu'on va se poser, c'est what's next, comme d'habitude, qu'est-ce qui va se passer sur les cryptos? Première question qu'on va se poser. Ensuite, on va regarder bien sûr le positionnement des long-termistes et des short-termistes qui nous intéressent toujours, de savoir la psychologie de ce marché, qu'est-ce qu'ils font les gens, ils achètent, ils vendent, ils prennent des profits, ils prennent des pertes, qu'est-ce qu'ils font les gens? On verra pourquoi ce ralentissement est en place et jusqu'où est-ce qu'il va aller, à mon humble avis. Ensuite, le positionnement institutionnel. On se posera la question, est-ce qu'on est sur une correction, une fin de correction ou une fin de bull run, tout simplement. J'écris toujours aussi mal, mais c'est écrit ou de bull run ou de BR, ici, voilà. C'est pour ça qu'il y a le son et l'image dans ces vidéos. Je te donnerai mes zones clés, des zones super importantes à surveiller en ce moment. On parlera rapidement du marché conventionnel US et notamment tout ce qui se passe, puisque on ne peut pas faire un point global, macro, sans parler bien sûr de ce qui se passe en ce moment, et notamment la Fed et les baisses de taux. Et je te donnerai mes moves, tout simplement, sur ces différentes zones et ce que je fais en ce moment avec mes poches d'investissement. Voilà, j'espère que t'es chaud. Avant de commencer, on reprend les bonnes habitudes. On pète la gueule du pouce bleu de façon impaire, toujours. C'est très important, ça aide au référencement, ça aide cette chaîne, ça fait plaisir pour tout ce contenu gratuit. Également, on met le petit commentaire de référencement. Pour ceux qui suivent, on placera le mot cheval aujourd'hui discrètement dans un commentaire, voilà, pour voir qui est vraiment chaud. Et on est reparti, on est reparti comme avant, là ça me fait plaisir. Alors, déjà, première chose, j'ai beaucoup de ressources à te montrer comme d'habitude. Tu vas voir des trucs qui viennent de Glassnode, on va aller sur le terminal. Je vais essayer de faire ça de façon concise. On voit en ce moment, finalement, on va dire un drawdown, une correction qui est en phase avec les drawdowns passés des précédents run, des précédents cycles. Et en début de cycle, alors désolé, c'est un petit peu moche, je vais zoomer, mais l'important c'est de comprendre l'idée. On voyait, on se disait tout le temps, putain, mais les corrections sur ce cycle, elles sont bizarres parce qu'elles sont trop petites. On a des moins 5, moins 10, moins 15, oulala, c'est la fin du monde. On avait des corrections qui étaient assez faibles. Et là, c'est la première, finalement, correction qui nous fait penser aux corrections des précédents cycles, tout simplement, où on voit des moins 20, des moins 30, et c'est finalement normal. Alors je sais pas si on était plus habitué, du coup on se met à paniquer, ou si le marché est en train de voir beaucoup de nouveaux entrants, avec beaucoup de flux de capitaux nouveaux, et donc il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais on est en train de revenir sur des niveaux de drawdown normaux. Il faut quand même ajouter à ça qu'on est arrivé en plein été, il y a quand même une conjonction assez importante qui se passe. Tiens, on va aller faire quelques dessins. Pour moi, il y a une conjonction de facteurs qui se passe en ce moment, qui sont assez simples. L'été, qui dit sell in May and go away, c'est pas pour rien que les Américains disent ça, vendre en mai et puis se casser, parce que quand c'est l'été, il y a moins tout simplement de gestionnaires de fonds qui sont au travail, il y a moins de volume, les gens sont en vacances, et il y a moins de transactions, il y a moins de volume, et sur un marché comme il avait entamé déjà un ralentissement, peut-être que ça vient amplifier un petit peu ce ralentissement. On a l'effet bien sûr taux / Fed
avec un marché qui anticipe plus ou moins enfin des baisses de taux qui devraient peut-être, toujours avec des pincettes et au conditionnel, aider les assets à risque, mais on l'anticipe, mais ça n'arrive pas. On en parlera en fin de vidéo, est-ce que ça va enfin arriver et avec quelle magnitude, mais forcément il y a un petit peu un effet déceptif du marché qui ne fait que attendre, donc forcément quand il y a un effet un petit peu déceptif ou un petit peu attentiste, quand tout le monde attend, on attend, et tout le monde est sur les starting blocks comme ça, et forcément ça vient diminuer les volumes, ça vient diminuer les transactions, ça vient diminuer le FOMO, ça vient diminuer l'engouement tout simplement. Il y a beaucoup moins de pression acheteuse, il n'y a pas non plus énormément de pression vendeuse, même si on le verra, il y en a eu un petit peu, mais c'est en train de se calmer, et donc forcément le marché latéralise et tout le monde s'emmerde. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et on a bien sûr les craintes, et on en parlera également en fin de vidéo, de récession, notamment avec les bonds, la courbe des taux qui crie récession depuis des mois, des lustres. Je me rappelle même plus d'une courbe des taux plus inversée, tellement ça fait longtemps qu'on la voit inversée. On en parlera également plus tard. Donc toute la conjonction de ces facteurs vient créer de l'incertitude, et tu le sais, le marché déteste l'incertitude. Maintenant, si on pouvait, si tu le veux bien, et on va aller sur mon écran encore une fois, voir le comportement des cohortes, et notamment les long-termistes par rapport aux court-termistes. Alors je t'ai fait un petit chart ici, c'est très simple, tu as l'habitude, c'est pas la première fois qu'on le voit. Donc en gros, les long-termistes, les gens qui détiennent, on est sur le Bitcoin, qui détiennent le Bitcoin depuis longtemps, sont en vert. Donc plus la courbe verte augmente, et plus les long-termistes détiennent des bitcoins, très clairement, on est en nombre de bitcoins. Et la courbe orange, c'est l'inverse, c'est les short-termistes, donc plus la courbe orange augmente, et plus les short-termistes, donc les court-termistes, détiennent des bitcoins, en nombre pareil, de façon plus importante. Et quand ça s'inverse, forcément, il y en a qui vendent, ok, il y en a qui vendent, il y en a qui achètent. Donc pourquoi on s'intéresse aux long-termistes et aux short-termistes? Parce que tout simplement on a les holders, les mecs qui sont là depuis des mois, des années, ok, on est plutôt en années, 6 mois, 1 an, 2 ans et plus, et les court-termistes ça va plus être les traders, les swing traders, ou les gens qui ont vu un petit peu de la lumière, ou les bitcoins qui vont être utilisés tout simplement pour faire des transactions, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu cette inversion qui me plaisait pas du tout, et on en avait parlé, je crois que c'était avant l'été, juste avant l'été, on avait cette inversion là qui était en train de se mettre en place, qu'on voit un petit peu sur tous les cycles, où quand il y a un top de marché, potentiellement, les court-termistes, donc les gens qui sont les plus, on va dire, spéculateurs, traders, FOMO, vont acheter en masse, alors que les long-termistes, qui sont les gens, on va dire, les plus sophistiqués, smart money, etc., vont vendre en masse pour prendre des profits. C'est-à-dire qu'il y en a qui font de l'argent, qui prennent des profits tout simplement, donc ils vendent, le supply diminue, et il y en a d'autres qui FOMO et qui achètent. Voilà. Et en fait, on voit un petit peu cette inversion à chaque fois sur tous les cycles entre, on l'avait vu ici en 2018, on l'avait vu un petit peu avant, 2013, 2014, etc., où finalement on a cet effet smart money, dumb money, avec cet effet de distribution d'un côté, et cet effet d'achat de FOMO de l'autre. Ça, quand c'est en conjonction avec un top de marché, avec une grosse première baisse derrière et potentiellement un dead cat bounce comme on l'avait vu plus tôt, comme on l'a vu plusieurs fois, ça signe très clairement un top de marché. Cette fois-ci, ce qu'on ne voit pas, et heureusement, pour les long-termistes, et puis pour les gens qui sont investis dans les cryptos, c'est qu'on n'a pas signé, oui on a signé un top de marché, mais on n'a pas signé le début d'une baisse, comme on voit à chaque fois sur les mouvements paraboliques, qu'on a l'habitude de voir sur ce marché-là, je ne vais pas te l'apprendre maintenant, on fait tout le temps un mouvement parabolique, boum, on signe un top, on en fait souvent un dead cat bounce, on hésite un peu, et puis on vient se péter la gueule, ou parfois on fait un double top, et on vient se péter la gueule. Et ça, on ne l'a pas vu, puisque là on est en train de latéraliser, et maintenant on latéralise depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois. Donc, premier élément qui me fait dire que, ok, un argument, tu vois, il va y avoir des arguments dans les deux sens, mais un argument qui fait que on n'aurait pas vu le top et qu'on est simplement sur une pause, on va dire, dans ce bull run, une latéralisation qui serait somme toute normale. Le deuxième élément rassurant que j'aime bien voir, c'est que oui, on a vu cette inversion, mais comment dire ça, l'inversion c'est inversé. C'est-à-dire que tu vois, si je zoome un peu plus, qu'est-ce qu'on voit? Que les short-termistes ont arrêté d'accumuler et ont vendu, et que les long-termistes sont repartis en phase d'accumulation pour finalement retrouver quasiment les niveaux avant cette pause de marché, cette correction, cet été blanc, été noir, je sais pas comment on va l'appeler, qui fait que voilà, on a vu cette pause. Mais on est revenu finalement dans un cycle normal là, de marché,
avec des long-termistes qui tout simplement accumulent et des short-termistes qui sont revenus un petit peu à la raison. Donc ça, c'est un élément qui me plaît bien. On le voit ici d'une autre façon, cette accumulation là, donc on voit que on a des gros pics de distribution quand c'est rouge, c'est les gens qui vendent tout simplement, qui pour prendre des profits ou qui paniquent sur les tops de marché, ou juste avant ou juste après les tops de marché. Là, bon, on a eu bien sûr cette espèce de pic là qui pouvait faire peur, très clairement, mais on va zoomer un petit peu, je ne sais pas si je peux zoomer ce graphe, tac, on est reparti dans un régime assez important d'accumulation. Malgré que voilà, on a eu cette grosse distribution, ce gros net position change négatif, on est reparti en positif. Donc pareil, ça vient un petit peu nous emmener sur le scénario de ça se passe bien. Au niveau du NUPL, très rapidement, on va passer dessus, un petit peu tous les indicateurs qui pourraient nous montrer la surchauffe. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Très clairement, c'est le Net Unrealized Profit ou Loss. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est-à-dire, on regarde, voilà, là, on est sur les long-termistes, long-term holders. On regarde si ces gens-là réalisent leurs gains ou leurs pertes, ok? Ils détiennent des bitcoins, qu'est-ce qu'ils en font? Ils les vendent, ils prennent des profits, ou alors ils les vendent en perte. Voilà. Et on arrive à drafter là un espèce d'indicateur, c'est la ligne un petit peu en full couleur là, qui nous montre dans quelle zone on se trouve. Est-ce qu'on est dans une zone totale d'euphorie, qui montre bien souvent un top de marché, un top parabolique, ou est-ce qu'on est dans une zone, quand c'est rouge, de peur absolue, qui montre bien souvent les bottoms de marché, et où ces gens-là, et notamment les long-termistes, vont repasser dans une phase d'accumulation. On a presque vu l'euphorie, mais on l'a pas vu. Sur ce top, sur ce nouvel ATH, puisqu'on a signé un nouvel ATH quand même, mais on n'est jamais allé en phase d'euphorie, ce qui est relativement bizarre pour un marché parabolique, pour la définition, on va dire, stricto sensu d'un bull run. On aurait dû, pareil, aller voir cette zone d'euphorie. On n'a vu personne, on n'a pas vu encore trop de folie. Le marché commençait à sentir un petit peu la surchauffe, mais c'était pas, tu sais, ça puait pas des deux naseaux comme on avait pu le voir un petit peu plus tôt. Sur les short-termistes, qu'est-ce qu'on voit? On voit également qu'il y a eu la distribution. Attends, je vais enlever ma tête parce que c'est dans le coin là. Il y a eu la distribution qui s'est mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé des pertes. Ils ont FOMO sur le top, très clairement, donc voilà, c'est le même graphique qu'on a vu plus tôt, mais avec que les short-term holders. Ils ont acheté le top, et puis ils ont vendu, un petit peu en perte, un petit peu en panique, puisque on le voit ici, là c'est le NUPL qu'on a vu avant, donc est-ce qu'on a réalisé les gains ou les pertes, mais cette fois-ci pas des long-termistes, mais des short-termistes. On est en position ici de capitulation, on est très bas finalement par rapport à où on se trouve dans le cycle, si on s'imagine être dans un milieu de cycle, ok. Notre scénario là, c'est de dire plutôt on serait sur un milieu de cycle, le cycle ne serait pas fini, en tout cas c'est le scénario auquel on a envie de croire en tant qu'investisseur. Ça nous montre qu'on est en phase de capitulation pour les short-termistes. Ce qu'on n'a pas envie de voir là, mais c'est d'aller très loin en capitulation, et on en reparlera un petit peu plus tard, dans cette vidéo, quand on verra les zones clés. Il y a des zones qu'il va quand même pas falloir dépasser. C'est-à-dire que là, on est un petit peu dans l'incertitude, tu vas le voir au fur et à mesure de mon discours. On est vraiment dans une zone d'inflexion où, ok, on est, et je suis, en tout cas, ce que j'analyse n'engage que moi, toujours dans le cycle, mais on est vraiment dans une zone d'incertitude, et le marché, la macro générale, le marché US, les taux, l'emploi, la santé économique tout simplement, du monde, et notamment des États-Unis qui viennent driver un petit peu tout le bordel avec la Fed et les hausses de taux, les baisses de taux, et notamment la Banque Centrale Européenne qui a anticipé, etc. Bref, on en reparlera juste après. On est vraiment entre deux, quoi. On est sur une zone où tout peut un petit peu se passer. On est un petit peu là au bord de la falaise, tac, tac, on a fait ça, on est ici. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on repart à la hausse ou est-ce que... Et là, cette zone d'incertitude, elle est assez importante. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est... je suis plutôt sur le scénario de on est en milieu de bull run, parce que... au niveau de... Enfin, en milieu de cycle, parce qu'il faut faire attention à ces mots maintenant. Le bull run, c'est quand c'est parabolique, mais le cycle, c'est quand c'est le cycle. Alors voilà, on serait en milieu de cycle. On n'a pas encore vu la parabole complètement folle. J'ai envie, comme toi, comme tout le monde, qu'on soit en milieu de cycle. Donc je fais aussi en sorte de ne pas être trop biaisé par mon envie qu'on soit en milieu de cycle. Mais oui, objectivement, on n'a pas vu l'euphorie, on n'a pas vu les paraboles, et on a vu aussi des prises de profit qui sont relativement
on va dire, normales par rapport à la psychologie actuelle qu'on a vue juste avant, c'est l'été, etc., l'incertitude sur les marchés US, et qui sont relativement aussi normales après toute cette anticipation de news. Oui, le halving va arriver comme à chaque fois, à tous ceux qui croient que le halving va être complètement dingue, etc., etc. Donc, voilà, ça s'illustre quand même pas mal ici. On a des profits qui ont été réalisés, donc cette courbe-là, orange, s'intéresse uniquement aux profits qui ont été réalisés, hein. Donc là, c'est les ventes qui ont été faites en profit. On a eu une énorme prise de profit sur les plus hauts, sur le nouvel ATH, ce qui est relativement normal de la part de la smart money, ok. On prend beaucoup de profit, et là on a cette accalmie dans la prise de profit. Donc s'il y a une accalmie dans la prise de profit, théoriquement il y a quand même une accalmie dans la pression vendeuse. Et de la même façon, sur la prise de perte, on a eu cette augmentation de prise de perte ici, ok, derrière moi, hop là, c'est toujours derrière moi les trucs intéressants. Cette augmentation de prise de perte ici qui s'est faite de façon également importante, puisque on l'a vu, comme on l'a vu juste avant, on a tous les short-term holders qui sont enflammés, qui ont FOMO, qui ont augmenté leurs achats sur les tops là-haut, et ben eux, forcément, dès que ça commence à baisser un petit peu, il y a les stops qui pètent, il y a les paniques qui se mettent en place, oula, je suis à moins 5, je suis à moins 10, je suis à moins 20% sur mes positions, je coupe mes pertes, je prends mes pertes. Donc, on a eu ce double effet qui se coule. Ce qui fait que le marché a mollement latéralisé dans un espèce de trend baissier, voilà, c'est même plus une latéralisation, c'est un petit trend baissier. Alors est-ce que c'est un bull flag? On le verra pareil quand on dézoomera dans quelques mois, mais pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. On va juste aller faire un tour rapidement sur les ETF, parce que les ETF, on en avait parlé beaucoup, notamment les ETF Bitcoin qui avaient été lancés en très grande pompe. On avait vu finalement moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est le fait que il y a beaucoup d'argent qui est allé dans ces ETF. On parle vraiment en dizaines de milliards aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, on y retourne, tac. On a ce site-là qui est relativement bien pour traquer un petit peu les flux. Tu pourras aller jeter un œil, The Block. Donc là, c'est les ETF Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit sur les ETF Bitcoin? On voit quelque chose de relativement simple. C'est que, donc, les inflows, les outflows, ok, on a vu cette phase d'euphorie absolument énorme au moment où les ETF se sont lancés avec des net inflows super importants, ok, les barres rouges là, les outflows, c'était uniquement GBTC, qui je te rappelle n'était pas un ETF mais était un trust, donc était beaucoup plus cher, donc l'argent est sorti de GBTC pour aller dans les autres ETF, en plus du fait qu'il y a du nouvel argent qui est rentré. Depuis, GBTC s'est transformé en ETF, mais il est quand même plus cher que les autres, donc il y a eu énormément d'outflows, ça s'est calmé. Et les inflows se sont également calmés. Donc tu vois, les barres, finalement, ont vraiment baissé dans un sens et dans l'autre. On est toujours en net inflow positif, bien sûr. Donc ce qu'on voit globalement aujourd'hui, c'est que le volume a baissé. Il y a beaucoup moins de transactions, ok, mais l'argent est resté. Et comment on peut le voir? On peut le voir, où est-ce qu'ils sont les holdings? Ils sont là. Là, on a ce que détiennent les ETF, non pas en AUM, en dollars, mais bien en Bitcoin, puisqu'il faut bien comparer un Bitcoin avec un Bitcoin, et on voit que, passé le début où forcément ils sont venus se faire énormément d'inflow, énormément de nouveaux Bitcoins, cet été-là, la fin de toutes ces courbes-là, on est stable. Il y en a certains qui sont en légère hausse, Ibit est toujours en légère hausse, même en hausse relativement importante, parce que BlackRock a pris quasiment tout le marché. GBTC est toujours en très légère perte, tu vois, mais ça latéralise, très clairement, ça s'est calmé. Et les autres sont relativement flat ou en légère hausse, en légère perte. Mais globalement, ok, bottom line, l'argent sort pas. Donc, ce qui nous intéressait avec ces ETF, c'est un petit peu l'effet de privation qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ce pool d'ETF là a pris énormément de Bitcoin sous gestion. Ok, ces Bitcoins, ils sont un petit peu bloqués là. Ils sont pas bloqués puisque si tout le monde panique et si tout le monde vend, forcément ils vont libérer des Bitcoins sur le marché, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que il y a eu des prises de profit, il y a eu des prises de pertes, mais ça vient pas, ou très peu, ou de façon en pourcentage par rapport aux prises de pertes et de profit qu'il y a eu, c'est très faible ce qui vient des ETF. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'il y a énormément de Bitcoin stockés dans ces ETF. Donc il y a un effet de suppression finalement de la supply du marché. Cet effet de suppression de la supply, il est intéressant quand on va rentrer en phase d'euphorie et qu'il y aura du FOMO et que tout le monde en voudra. Là aujourd'hui, qu'il y ait moins de Bitcoin sur le marché général, entre guillemets, et plus de Bitcoin, entre guillemets, encore une fois, c'est pas bloqué, mais on va dire enfermé, on va dire holdé par les ETF, ça fait pas grand chose parce qu'on l'a vu, les volumes sur le marché, c'est pot de zob en ce moment. Mais si on repart
dans quelque chose de plus intéressant, baisse des taux, les chiffres sont bons, le marché action part dans le bon sens, etc. Tout se passe bien, on n'a plus trop peur, et que on vient passer les zones dont on parlera un petit peu plus tard, qui sont significatives, eh bien peut-être que ça va nous aider à fueler ce FOMO, et ça va nous aider par l'effet de suppression d'offres disponibles sur le marché, tout simplement des hausses qui sont plus importantes. Donc ça vient un petit peu contrebalancer le fait que plus il y a d'argent qui rentre dans un marché, et moins il est volatile, hein, puisqu'il y a forcément plus de pression acheteuse et vendeuse dans un sens ou dans l'autre, donc on arrive à un consensus plus facilement sur le marché. Ça vient un petit peu supprimer cet effet-là, en tout cas tant qu'il y a beaucoup de holders dans les ETF. Ils sont très détenus par pas mal de fonds institutionnels et de plus en plus. Il n'y a pas trop de particuliers, bien sûr, il y a des Madame Chombier, etc. Dans ces ETF, et notamment aux États-Unis, puisque les 401K, etc., ça fait également partie du système de retraite aux États-Unis de faire sa retraite soi-même. Donc oui, il y a des particuliers, mais il y a beaucoup d'institutionnels et beaucoup de fonds, notamment de gestionnaires de fortune, de family office, etc., dans ces ETF-là. Et ces fonds-là, cet argent-là n'a pas vendu, cette smart money n'a pas vendu, est toujours là, est toujours en train de holder. Et ça, pour moi, c'est un très bon signe, très clairement. Pour les ETF Ethereum, on va passer très rapidement puisqu'ils ont été lancés finalement au plus mauvais moment. Donc on a eu du volume au départ, il n'y a plus de volume aujourd'hui, mais l'histoire est la même. Globalement, on a de l'argent qui est rentré, l'argent est toujours holdé, les volumes sont microscopiques, et puis on est un petit peu en train de latéraliser en termes de holding. Alors tu vois, en AUM, en dollars, forcément, on est en baisse puisque le marché est en baisse. Mais en termes d'ETH détenus, on est en train de latéraliser, même si on est en très légère baisse, on n'est pas neutre, on va dire, comme on est sur le Bitcoin, on va être en très légère baisse, mais avec un régime très faible. Mais voilà, ces ETF, ETH, ont été lancés vraiment au pire moment. Donc voilà, le timing était très mauvais, mais bon, par le hasard du calendrier et des autorisations de la SEC, mais toujours est-il que voilà, j'attends de voir ce qui va se passer quand on va repartir dans un régime de marché soit baissier, et on va voir si ça sort de ces ETF-là, et Bitcoin et Ethereum, ou dans un marché haussier, ou un marché intéressant, euphorique. Et là, on va voir ce qui se passe, et notamment pour l'ETF Ethereum, puisque Ethereum nous déçoit beaucoup sur ce cycle. Il est censé surperformer Bitcoin, on n'a vu aucune surperformance, il lag depuis le début, et je suis très étonné qu'il n'y ait pas une forme d'arbitrage qui se mette en place, parce que tout le monde voit qu'il lag, tout le monde voit que Ethereum est en retard. Ça devrait y avoir un effet de rattrapage qui ne se passe pas. Alors quand est-ce qu'il va se passer ? Je ne suis pas Madame Irma, mais je suis en tout cas les choses de près. Un autre argument à mon moulin qui montre que le marché est éteint, tout le monde s'en fout, et on veut voir ça s'arrêter si on veut aller quelque part, et à la hausse et à la baisse. Hein. C'est-à-dire que là, le marché est tellement éteint que on n'est ni à la hausse ni à la baisse. On s'emmerde. Les funding rates. Donc globalement, rapidement, si tu sais pas ce que c'est, si je dois le résumer en une phrase, c'est le coût que ça va coûter aux différents investisseurs d'utiliser des produits dérivés. Voilà, on va rester très simple. Alors déjà, il n'y a aucune volatilité sur ce coût-là, donc c'est pas des fois plus cher, des fois moins cher, etc. C'est toujours, ça bouge plus, et c'est très bas. Donc c'est rare sur ce marché-là, que ça soit aussi stable et aussi bas. Ça montre quoi? Tout simplement, ça montre que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus d'activité. On le voit également sur les open interest. Les open interest sont toujours relativement hauts, donc l'open interest, ça va être pareil sur les produits dérivés. Bah, globalement, est-ce qu'ils sont tradés ou pas, hein? Est-ce qu'on a des positions ouvertes? On est toujours haut en termes, on va dire, absolus, ok, mais il y a eu tellement de nouveaux acteurs et de nouveaux contrats qui se sont mis en place sur le marché que c'est normal mécaniquement qu'on soit haut en termes absolus. Mais en termes relatifs, ben, on est en perte de vitesse sur l'utilisation relative de ces contrats-là. Donc pareil, ça montre quoi? Si je dois mettre un petit peu une conclusion à cette partie, ça montre que tout le monde s'en fout. Les gars, réveillez-vous, revenez sur le marché crypto. On a besoin de se faire une idée du sens. Là, je comprends pas où est-ce qu'on va. Tiens, on va aller sur le chart. Ok, donc voilà où on en est. Donc j'ai dézoomé un peu les choses. Donc on voit le début de cycle. Ok, fin 2023, pouf, ça casse, on part, tac, tac, tac. Le fameux, toutes les rumeurs, je te refais pas toute l'histoire. Hein. Hop, on hésite, on recasse, on va voir l'ATH. Et depuis, on se fait chier. Alors, voilà ce qui se passe. Donc là, ce que j'ai tracé, c'est quoi? C'est beaucoup de convergence. Alors tu sais,
à quel point je pense pas que l'analyse technique soit magique, mais par contre, ça a l'air de l'analyse technique, mais tu vas voir que ça n'en est pas. C'est-à-dire que c'est un mix de beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a énormément de convergence en ce moment sur le marché. Donc déjà, il y a ce canal baissier qu'on pourrait penser finalement tracé comme ça. Tiens, oui, bon, bah il y a un canal baissier. Alors oui, on peut voir un canal baissier tout simple. Mais c'est pas un canal baissier, c'est un canal de 2 sigma, de 2 écarts types ici que j'ai tracé. C'est-à-dire que d'une façon statistique, on va dire, hein, vraiment purement mathématique et moyenne, quand on voit ces différents mouvements, ok, on pourrait tracer finalement une moyenne des prix, ok, et on pourrait calculer ce qui est l'écart type, ce qui est toujours difficile à expliquer simplement et rapidement, on va dire la somme des écarts à la moyenne, ok, on va dire que c'est la moyenne des écarts moyens, ok. Donc on prend la moyenne, on regarde comment on bouge autour de cette moyenne, on fait un petit peu la somme de ces écarts-là, et on prend un petit peu la moyenne de cette somme. Voilà, si je devais vulgariser ce que ça donne. Et on peut calculer, voilà, est-ce qu'on a un écart type, 2 écarts types, etc. Et ce canal-là fait génialement 2 écarts types, et puis ça correspond vachement bien à ce canal baissier. Donc là, c'est pas mal intéressant, parce qu'on a visuellement quelque chose, on a mathématiquement quelque chose. Si les prix naviguent ici, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est que le marché estime, quand on est plutôt sur le haut, que c'est un peu cher, quand on est sur le bas, que c'est plutôt pas cher. Ensuite, on a les 2 zones que j'ai tracées là, donc la rouge, qui est finalement ce qu'on appelle la true market mean. Donc, on va aller, alors je vais te montrer comment un petit peu visuellement ça se met en place. Tac, sur ce chart ici. Ce qu'on est capable de calculer, pareil, c'est un petit peu... Vu que tu le sais, la blockchain est publique, on peut savoir très facilement qui a acheté, enfin en tout cas quelle adresse a acheté, quand, combien elle revend, est-ce que les bitcoins sont découpés, etc., etc. Donc on peut calculer finalement très facilement combien différentes cohortes ont acheté. Et c'est les cohortes dont je parlais un petit peu plus tôt, les long-termistes, les court-termistes, etc., etc. On est capable de savoir combien les mineurs ont gagné en frais, combien les mineurs ont gagné en nouveaux bitcoins émis sur le marché, et on est capable de faire finalement des moyennes. Et la moyenne donc, que j'ai tracée sur le bas de ma charte, donc là tu les vois toutes tracées sur la même courbe, mais pour plus de lisibilité, moi ce que j'ai fait c'est que je te les ai remis ici, voilà d'où ça vient. Donc celle du bas ici, c'est ce qu'on appelle le true market mean, donc la vraie moyenne du marché, c'est quoi? On prend toutes les cohortes et on va enlever les mineurs. Okay, on va enlever les exchanges, on va enlever un petit peu tous les gens qui viendraient et les entités qui viendraient, qui ne viendraient pas refléter la vraie offre et la vraie demande. Okay, donc les gens qui ont eu, comme des mineurs par exemple, des bitcoins gratuits, ils les ont pas achetés, donc ils viennent pas. On peut pas calculer le prix moyen auquel ils les ont achetés. Tu vois ce que je veux dire? Ils les ont eu gratuits, entre guillemets, par un effort de minage. Mais c'est pas les mêmes réflexions au niveau des prises de profit, de bénéfices, de pertes, etc. Donc, quand on calcule un petit peu cette true market mean et qu'on enlève finalement les acteurs qui n'ont pas acheté schématiquement leur bitcoin, on arrive dans cette zone-là. En ce moment, la moyenne globale de tous les acteurs sur le marché, ils ont acheté aux alentours de 49 à 50 000 $ par bitcoin. Donc il y a des gens qui ont acheté très tôt, qui détiennent des bitcoins depuis 10 000, 5 000, 20 000, 30 000, peu importe. Des gens qui ont acheté très tard, qui ont acheté à 74 000. Et quand on fait la moyenne de tous ces gens, en tout cas de toutes ces adresses et de toutes ces bitcoins, on arrive là, à 50 000. Okay, donc ça, c'est la zone rouge. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé ici la zone verte. Et la zone verte, c'est quoi? C'est la même chose, sauf que j'ai regardé les court-termistes, qui détiennent depuis 1 jour à 6 mois. Et j'ai regardé jusqu'à ceux qui détiennent depuis 3 mois. Donc vraiment, j'ai fait, on va dire, un échantillon représentatif des court-termistes, de 1 jour à 6 mois. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai calculé une moyenne de tout ça. Ce qui m'a permis de mettre en place une zone, Donc le bas de la zone à 61 000, 62 000, et le haut de la zone aux alentours de 63 500, Donc globalement, les très court-termistes et les, on va dire, court au moyen termiste, d'accord? Donc eux, leur moyenne, c'est dans cette zone-là. On va dire 62, 63 000 $ par bitcoin. Donc il y en a qui ont acheté pile là, il y en a qui ont acheté un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas. Mais tu vois que forcément, vu qu'ils sont court-termistes et que le marché est dans l'état où il est, ils sont de façon générale plutôt en perte quand on est là où on est tout de suite. Et ce qui est génial, c'est que ces deux zones-là, donc déjà, elles font du sens au niveau psychologique. Pourquoi? Parce que
si les prix viennent à casser, par exemple, la moyenne générale de ce que tous les gens ont acheté, t'imagines bien que quelque part par là, quelque part par là, quelque part par là, quelque part par là, il y a des dizaines de milliers de stops. Il y a des dizaines de milliers de gens qui, psychologiquement, là, si on vient casser leur prix d'entrée, leur prix moyen, va y avoir un problème dans la psycho, tu vois. Ils vont se dire, oulala, ça y est, c'est fini, il faut que je vende parce que je veux pas perdre d'argent. Il y a plein de gens, peut-être toi qui regardes cette vidéo, qui, alors c'est pas ma façon d'investir du tout, mais mettent, s'ils sont 10% au-dessus ou 20% au-dessus de leur position, mettent un stop à leur prix d'entrée. Parce qu'ils veulent, quoi qu'il arrive, ne pas perdre d'argent. Ils pensent que ça les sécurise de cette façon-là. Il y a des gens qui le font pas, mais surveillent. Et quand ils sont dans le rouge un petit peu, ça va, mais quand ils sont dans le rouge beaucoup, bah, ils vont venir couper, ils vont venir prendre leurs pertes. Hein. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je vais pas te l'apprendre. Donc là, on a une zone, dans cette zone rouge et juste en dessous, mais énormément, hein, ici, là, toute cette zone, là, clac, 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 avec énormément de gens qui sont à l'affût. Et que ça soit là, attention, hein, là y a pas, on parle pas de particuliers, d'entités, c'est tout le monde logé à la même enseigne. Hein. Donc il y a des institutionnels, il y a des banques, il y a tout ce que tu veux, hein, il y a des fonds, ils sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont stackés là. Et de la même manière, il y a beaucoup de gens qui sont stackés là, qui eux sont en perte. Puisque bah, c'est les plus short-termistes. Donc là, la zone verte, elle devrait pas être verte, hein, psychologiquement, pour le cerveau, pour que le cerveau la comprenne. Tiens, on va la changer de couleur immédiatement, en direct. C'est parti, on va la mettre en jaune tout de suite. Ah, attends, alors là, je tente de faire des trucs en direct. Setting, voilà. On va la mettre en orange. Non, on va la mettre en jaune. Voilà, mais excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc tous ces gens, pourquoi j'ai l'accent, hein, je sais pas. Tous ces gens sont globalement rentrés ici. Hein, pour être en perte alors qu'on est proche des plus hauts, ça veut dire qu'ils sont rentrés là, dans ce coin-là. Donc ces gens-là sont déjà en perte. On l'a vu, ces gens-là, et notamment sur les charts un petit peu plus tôt, bah c'est eux les short-termistes, c'est eux qui ont pris des pertes. Il y en a plein qui ont vendu, il y en a qui sont encore là. Eux, c'est quoi leur psychologie? Bah c'est jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici ça va. Mais pareil, si on vient casser plus bas, ils vont commencer à se poser des sacrées questions. Et donc finalement, on a un effet d'amplification de ici. Parce que si ici on vient péter des stops, bah forcément eux, ils vont voir encore, parce que là on va pas les péter, ça va pas être un mouvement smooth hein, qui va se passer ici. Hein. Là ça va casser fort, tu vois, ça va faire une mèche, comme ici. Tu vois, ça va faire un crack, moins 10, moins 20 peut-être, dans la journée, tu vois. Donc eux, les mecs de la zone jaune, ils sont susceptibles aussi de péter un plomb dans cet endroit-là. Mais eux, ils nous intéressent aussi si on vient dans l'autre scénario. Et on voit, c'est marrant qu'il y a une convergence avec l'espèce de trait magique de canal de analyse technique, et le canal qui est le même de deux écarts types, et ces deux zones finalement dans le temps. Parce que si j'extrapole mon trait dans le bas, bah on arrive et sur la zone et sur le bas de canal. Si j'extrapole mon trait dans le haut, on arrive et sur la zone et sur le haut de canal. Et si je rajoute la moyenne mobile 200, eh bah tiens, elle aussi, elle est aux alentours de cette zone. On a vraiment beaucoup de confluence de choses sur ces deux zones-là. C'est pour ça que je les regarde. Mais je reprends mon raisonnement. Si on vient dans cette zone-là, tous ces gens vont repasser à l'équilibre. Ok ? Tous ces gens-là qui là sont en perte et serrent les fesses vont revenir à zéro. Ces gens-là, qui sont des short-termistes, je le rappelle, leur comportement, c'est quoi? Bien souvent, c'est peut-être ton cas, ou en tout cas, ça l'a été quand t'es débutant, ça l'est peut-être encore, où tu connais des gens, tu l'as déjà vu, tu vas te reconnaître peut-être, ou tu vas en reconnaître certains. Ah, j'étais à moins 10, moins 20, je suis dans le bouillon, j'avais peut-être trop investi, je reviens à l'équilibre. Vite, je coupe. Oh, tu m'y reprendras plus d'investir dans les cryptos, cette arnaque. Et donc, ici, on a également beaucoup de stop, hein, entre guillemets, de tech profit, de gens qui surveillent cette zone pour retrouver leur point d'équilibre et pour sortir. Et on a également le fait qu'on est sur la zone de trait magique, des deux côtés. Donc on a aussi plein de gens qui sont juste des traders, on va dire, analyse technique graphique, et qui, arrivés là, vont shorter parce qu'on est sur le haut de canal, et qui, arrivés là, vont acheter parce qu'on est sur le bas de canal. Donc on a un petit peu tout ça qui vient en même temps, là, on a une confluence vraiment intéressante qui s'est mise en place sur plein de choses. Et on est pile au milieu. On pourrait pas être plus incertain tout de suite maintenant. Donc, moi, j'ai ces deux scénarios qui sont en place. Il est très possible, finalement, que ça soit deux zones dans un sens ou dans l'autre, dures à passer. Et il est possible qu'on rebondisse, comme on l'a fait finalement plein de fois, et ce qui est venu mettre en place cette confluence qui finalement vient se renforcer
à chaque fois. Maintenant, ce que je vais faire moi, de cette zone-là, je le partagerai dans Money Game. Juste après cette vidéo, comme d'habitude, il y a un bonus qui est uniquement pour les Money Gamers. Je ne vais pas t'expliquer encore 58 fois ce qu'est Money Game. Tu as toutes les infos sur moneygame.fr. Le lien est là, il est en bas, il est dans la description, il est dans les commentaires. Si tu veux nous rejoindre, au bout d'un moment, soit on fait des excuses, soit on fait de l'argent. Rejoins-nous. Et voilà. Donc, la vidéo du jour, le bonus, ça sera sur mon comportement à moi de ces zones-là, parce que bien sûr, j'entends bien en tirer profit de ces zones-là, et je vais te donner notamment l'update de ce que je fais avec ma poche long terme, et de ce que je fais avec ma poche un petit peu plus court terme, et un petit peu plus trading, voilà, pour les Money Gamers, et salut à toi, si tu es bientôt un nouveau Money Gamer, vraiment, rejoins-nous, c'est un an d'accompagnement, avec des événements, avec plein de choses, bref, va jeter un œil à toutes les infos sur moneygame.fr. Maintenant, on a vu les cryptos, on a vu le marché, on a vu finalement le comportement des différentes cohortes, qu'on se faisait un petit peu chier. Mais on ne peut pas faire un point crypto sans parler des marchés plus classiques. Parce que, et on va aller sur le terminal tout de suite, on a pas mal de choses, tu vas voir, qui viennent augmenter cette incertitude, deux, un petit peu la confluence de tous les facteurs qu'on est en train de voir, et finalement ça va un petit peu se déboucler là dans les jours, semaines qui viennent. C'est parti. Alors ce que je voulais te montrer ici, l'ami, sur le terminal, c'est plusieurs choses. En gros, déjà là on a l'inflation, donc CPI et PPI, la différence, je reviens pas dessus, on en a parlé dans long, en large et en travers dans 25 vidéos. Le CPI, c'est les prix à la consommation, voilà, tout simplement pour les consommateurs lambda. Le PPI, c'est les prix à la production, donc les producteurs, ok. Donc forcément, si les prix augmentent pour les producteurs, il y a des chances qu'ils répercutent ces prix, pardon, sur les consommateurs. Et si les prix augmentent pour les consommateurs, bah, il y a des chances que la Fed soit pas contente. Donc le PPI lead un peu le CPI. Qu'est-ce qu'on voit globalement? On voit, sans rentrer dans de grands détails, que l'inflation baisse depuis plusieurs mois, et heureusement, c'est ça qui fait que le marché anticipe des baisses de taux. On voit également, chose intéressante, que autant quand on a eu cette contraction de l'offre et puis ensuite cette énorme augmentation de la demande, l'inflation était composée de quoi? Bah, finalement de biens, de services, la bouffe augmentait, l'énergie augmentait, tout augmentait. Ok. Aujourd'hui, ce qui reste de l'inflation n'est finalement plus que constitué de services. Okay, c'est les services aujourd'hui qui génère 95% de l'inflation résiduelle. Les biens sont en déflation, l'énergie également, la bouffe contribue encore un petit peu, mais c'est les services qui contribuent énormément, et pour les producteurs c'est la même chose. On voyait que pendant les pics d'inflation, bah, finalement tout augmentait, et les coûts de construction, et la bouffe et l'énergie, et tout ce que tu as envie. Et là cette fois-ci, on est finalement en grande partie, en immense partie, sur les services, et on a aussi des éléments de déflation comme l'énergie qui joue beaucoup en plus dans la bataille. Donc qu'est-ce qu'on va surveiller sur le marché? Je vais juste pour qu'on soit bien d'accord sur l'état actuel du marché, là c'est quoi? C'est une espèce de world view, ok? C'est-à-dire qu'on voit tout sur le même graphe. Le S&P 500 en rouge, le Russell 3000 en jaune, en bleu c'est l'Europe, et en violet c'est l'Asie, on va dire, hein, mais par vraiment grande zone géographique. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, les marchés sont haussiers, je suis désolé, là on est en year to date depuis le début de l'année, c'est normalisé en début d'année, hein, toutes les courbes partent du même endroit, le marché il est globalement haussier. Si je regarde pré- et post-Covid, le marché il est haussier également. Tu vas voir, ça met un peu de temps à charger parce que c'est lourd en termes de calcul. Boum, Covid, bam, le marché est haussier, ok. Ensuite, tac, ça part en mode hausse de taux, oh là là, c'est la récession, les courbes s'inversent, etc. On part en bear market, et boum, on repart en mode haussier. Donc là, cet été, il y a eu pas mal de questions, de questionnements sur tous les marchés autour du monde, avec peut-être un effet amplifié parce que forcément moins de volume, etc. Mais globalement, tu vois, le schéma, il est quand même relativement propre. Donc c'est aussi pour ça que la Fed n'est pas en panique du tout pour baisser les taux. C'est aussi pour ça que Jérôme n'arrête pas de nous répéter, l'ami Powell, tous les 4 matins, que le but, c'est quand même de contrer l'inflation. La courbe des taux, on va pas revenir dessus. Je sais même plus, moi, je l'ai plus vu pas inversé depuis combien de temps, donc voilà, on va pas en parler pendant 2 plombes, j'en parle à chaque fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'inversion, ici on a le spread, l'inversion diminue, ok. Donc le spread, tac, hop, je l'ai perdu, mon autre spread, il est où mon autre spread?
Ah, les aléas du direct, tac. Voilà, donc le spread, autant sur le 5 ans, 2 ans que sur le 10 ans, 2 ans, si tu sais pas ce que ça veut dire, eh ben, pareil, je vais essayer de garder cette vidéo relativement light. Suis la chaîne, suis les points de marché, j'ai déjà expliqué plein de fois. Viens dans Money Game, etc. Je passe rapidement, mais globalement, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que l'inversion diminue. Ça nous dit que la courbe est en train de se remettre dans le bon sens. Si la courbe se remet dans le bon sens, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais globalement, ça peut vouloir dire que l'économie va mieux, en tout cas les marchés. Attention, hein, c'est pas que l'économie va mieux, hein, c'est pas lié à l'économie, hein, cette courbe, hein, c'est lié à la vision qu'ont les opérateurs de l'économie. La confiance qu'ont les opérateurs dans l'économie et dans la capacité des banques centrales, et notamment de la Fed, pour le coup, à gérer la sortie de ce qu'on pensait terrible il y a quelque temps et qu'il est potentiellement moins. Donc ça montre, on va dire, une confiance accrue par le marché, et là uniquement pour le coup, il y a zéro particulier là, hein, les institutionnels, et le corporate, que ça va se passer mieux. Voilà. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on revient dans un régime normal et que, enfin, ça ne nous met pas forcément à l'abri d'une récession. Il y a quand même encore beaucoup de bruit de récession sur le marché US. Pourquoi? Et on va parler juste du calendrier économique et de ce qui va être à surveiller dans les semaines à venir, puisque c'est maintenant que ça se joue. Là, c'est vraiment un point crypto, donc je reste très high level sur le marché. On fera également un marché action, où on rentrera beaucoup plus dans les détails, mais au niveau du calendrier, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des chiffres de l'inflation qui sont bons, mais qui ont été un tout petit peu moins bons que prévu. Donc ça fuel aussi le fait que les gens disent ok, la Fed va baisser, oui, mais que de 25 points de base. Donc 25 points de base, c'est finalement un peu déceptif pour certains sur le marché. Donc ça fuel, on va dire, ce sentiment de prudence, hein, finalement, qu'on sent là, parce que si on fait des corrections, c'est quoi? C'est que les gens, bah, ils sont en mode prudence, quoi. C'est-à-dire, bon, il y a eu un peu de panique, hein, il y a toujours un peu de panique, hein, quand ça casse, c'est toujours plus violent les drawdowns que les hausses, hein. Donc voilà, bon, la panique est passée, là on est sur de la latéralisation, un petit peu de la prudence. Bah, c'est à cause de ça, tu vois, c'est-à-dire que on était en mode, ok, la Fed va nous sauver, bon, la Fed est pas là pour nous sauver, la Fed est là pour, en tout cas, faire en sorte que ça se négocie bien. Donc on a eu de l'inflation qui était un tout petit peu moins bonne que prévu. On a eu également sur le marché du travail des chiffres moins bons que prévu. Voilà, notamment sur les chiffres de l'emploi. Donc voilà, on était censé créer 230 000 emplois, on a créé 227. Sur le NFP, on a eu 142 au lieu de 165. Donc on était un peu en dessous, etc., etc. Donc les chiffres sont un tout petit peu moins bons que prévu et on n'est plus sur, comme avant, bad news is good news, hein, puisque on regardait, on était dans un régime de marché différent, on est revenu dans un régime de marché propre, c'est-à-dire bad news is bad news. Voilà, et ce qui est plutôt pas mal. Bon bref, ce qu'on va surveiller, c'est quoi? C'est très clairement ce qui va se passer là, c'est-à-dire la semaine prochaine, suivant quand tu regardes cette vidéo, le 18, la décision de la Fed, ok? L'idée, c'est qu'on va descendre de 25 points de base. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si on descend de 25 points de base, il ne faut pas penser que ça va être magique, que tout le monde va être content, que les actions vont augmenter, etc. Non. Le 25 points de base, c'est ce qui est pricé. Si on descend de 25 points de base, le marché, on n'a rien à taper. Voilà. Peut-être la presse normale, retail, va faire les grands titres, oh là là, c'est génial, les taux, mais le marché lui-même en a rien à carrer. Si on descend de 25 points de base, il va bouger à la hausse ou à la baisse via d'autres choses qui vont le surprendre, ou via un jour normal où il va pas bouger, etc. Mais ça n'aura rien à voir avec ça, ok? 25 points de base, c'est ce qui est pricé, ça ne surprendra personne. Ce qui va surprendre le marché d'une façon très mauvaise, c'est si on baisse plus ou moins. Je m'explique. Si on baisse moins, si on baisse pas, on va décevoir énormément d'opérateurs qui attendent les baisses pour simplement stimuler l'économie, parce qu'il ne faut pas que les taux restent hauts trop longtemps, parce que ça muselle un petit peu la création monétaire, la création de prêts, et donc forcément l'investissement, etc., etc. Donc ça vient diminuer les dépenses des entreprises, ça vient diminuer l'investissement, ça vient diminuer potentiellement les résultats. Bref, ça calme un petit peu l'économie, hein. C'est pour ça qu'on augmente les taux, pour calmer l'économie et l'inflation. Donc plein de gens, si les taux bougent pas, vont être frustrés, donc les marchés vont mal réagir. Si on baisse maintenant, cette fois-ci plus que prévu, de 50 points de base, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que les marchés vont surréagir, mais dans le mauvais sens, parce qu'ils vont pas partir du principe qu'on baisse de 50 points de base, donc c'est génial, ça va stimuler l'économie plus que prévu, et donc ça va augmenter. Non, ils vont dire quoi? Ils vont dire... on nous cache quelque chose. Ils vont dire, si la Fed baisse de 50 points de base, alors que Jérôme est méga chiant, alors que
toutes les informations qu'on a depuis d'ici là, etc., nous annoncent, ok, l'économie est résiliente, l'économie se porte bien, l'emploi se porte bien, nanana, nanana, et là, d'un seul coup, hop, patatras, surprise, on baisse de 50 points de base, le marché, il va dire, oh, on nous cache quelque chose, il y a une récession qui arrive de façon... la Fed est en panique, hein, très clairement, c'est un signe de panique pour le marché. Et donc, là, on risquerait de voir une très mauvaise journée. Alors, ça ne durerait pas forcément très longtemps, mais une très mauvaise journée. Donc, ce que je conseille de façon générale, quoi qu'il arrive, aux différentes personnes sur le marché, c'est de ne pas trader ou de ne pas prendre ces décisions d'investissement, et notamment si tu as... alors, si tu fais ton DCA de 200 balles par mois, ça va pas changer la face du monde. Mais si tu as une décision d'investissement à prendre, je sais pas, là, que tu as 100 000 à mettre dans la machine, ne trade pas, n'investis pas, n'opère pas sur le marché sur ces jours potentiellement où il peut y avoir une surprise, quoi. Alors il y a très peu de chances, hein. Moi je mets le moins 25 points de base prévu et pricé à 95% de chances de se passer. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là, on n'a pas toutes les informations secrètes, on n'est pas dans les arcanes de l'administration américaine, et si ils viennent à surprendre le marché, il y aura des gros mouvements, et sur le marché action, et sur le marché crypto, et c'est pour ça que j'en parle rapidement aujourd'hui, parce que les choses sont très corrélées dans le marché action, et dans le marché crypto, tu le sais, et c'est extrêmement important pour un investisseur sérieux, et pour quelqu'un qui veut faire de l'argent à long terme, de suivre tout ça, ne serait-ce que pour mettre en place les bonnes façons de penser, de raisonner et être capable de tirer son épingle du jeu. Voilà, peut-être que tu n'as pas encore fait énormément d'argent aujourd'hui, tu en feras demain. Toutes ces façons de raisonner, de comprendre ce qui se passe, les flux économiques, etc., te serviront toute ta vie. Voilà, tout simplement. Je te dis à très bientôt. Pète la gueule du pouce bleu, n'oublie pas. On se voit bientôt, c'est la rentrée, on va se voir tout le temps, on va se voir énormément, suis-moi par tous les réseaux sociaux, Instagram, etc., tout est en dessous, il y a plein de surprises qui arrivent, je suis extrêmement chaud, à plus la team, ciao.